Voici la RTX 5090 Founders Edition. Il s'agit sans conteste du GPU double slot le plus rapide et le plus puissant au monde. Si vous êtes un créateur, et surtout un créateur, cette carte graphique a de nombreux atouts qui devraient vous enthousiasmer. Parce qu'il y a des choses nouvelles. J'irais même jusqu'à dire que cette carte est révolutionnaire. Elle marquera un tournant dans l'histoire des lancements de GPU. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Alors, la Founders Edition 5090, c'est quoi? Parlons-en. Cette partie de la vidéo vous est présentée par Asus ProRPX 13, l'ordinateur portable créateur 2 ans ultime avec processeur AMD Ryzen 9 et GPU Nvidia RTX 4070. Le PX13 est l'un des ordinateurs portables 13 pouces les plus compacts et les plus puissants du marché. Créé plus intelligemment et plus rapidement, où que vous soyez, grâce à des fonctionnalités d'IA et une robustesse de niveau militaire. Découvrez notre présentation complète dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez aimé ces vidéos, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Et si vous avez besoin de me contacter, je répondrai toujours à mes messages MENEC sous 24 heures. Si ce GPU n'est pas encore entre mes mains, c'est parce que je manque de temps. Je vais devoir en parler pendant qu'il vérifie encore certains résultats de benchmark, car je suis en discussion avec Nvidia et il semble que ma carte ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait dans certaines applications. Nous éditerons ce message ultérieurement. Essaie de réparer ça, on verra bien. J'en ai aussi un 5090 ici. C'est un modèle palette. Je n'ai pas encore testé celui-ci. Je peux vous montrer ça, mais je ne peux pas le tester. Bon, c'est juste là, c'est sûr. Mais en regardant les 3090, 4090 et 5090, on remarque des choses intéressantes. Évidemment, le nom du GPU, et puis le nœud de processus, dont nous parlerons plus en détail plus tard. Vous pouvez voir que la RTX 3090 était un processeur Samsung 80 nanomètres. Les 4090 et 5090 sont sur le nœud TSMC 4 nanomètres ou 4NN4. En regardant les cœurs CUDA de la 3090 à la 4090, on constate une augmentation de 56%. Mais de 4090 à 5090, l'augmentation est de 32%. Ce n'est donc pas une augmentation aussi importante. Et c'est une tendance générale dans cette vidéo. Vous pouvez y voir les cœurs Tensor VRT qui seront très importants pour les joueurs et les créateurs. Mais l'un des changements les plus importants concerne le type de mémoire. Nous ne sommes plus en GDDR6X, mais en GDDR7. Et la capacité de mémoire vidéo est désormais de 32 Go sur le 5090. Le bus mémoire a également été augmenté à 512 bits. La bande passante mémoire atteint 1792 Go par seconde. C'est incroyable, l'interface du bus est désormais PCIe 5.0x16. Donc, si vous souhaitez utiliser la carte, vous devrez disposer d'une plateforme CPU compatible PCIe 5.0. Quelle différence de performance y aurait-il avec PCIe 4.0? Nous allons devoir faire une vidéo. Souhaitez-vous voir une vidéo à ce sujet? De 3090 à 4090, l'un des changements les plus importants concerne également le cache. Regardez le cache L2. Ce qui est une augmentation ridicule. Maintenant, dans la RTX 5090, nous avons beaucoup augmenté d'environ 32 à 33% dans le cache L2 et L2. La limite de puissance a également été augmentée. Cette bête consomme environ 575 watts, ce qui est ridicule. Et le prix de vente conseillé est de 2000 $ pour l'édition Founders. Ces cartes vont probablement aller encore plus haut. On verra bien. Maintenant, regardons les benchmarks. Ces GPU sont un peu différents. Tout d'abord, j'utilise une plateforme 12900K et de la DDR4. J'utilise la carte mère Asus Strix Z690A, probablement l'une des meilleures cartes mères DDR4 pour les Intel 12, 13 et 14 pouces. Du coup, on crée un léger goulot d'étranglement au niveau du processeur. Ce n'est pas le meilleur processeur du marché. J'utilise 64 Go de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast RGB 3600 MHz. J'utilise également un Arctic Liquid Freezer 3, comme vous pouvez le voir ici, dans une position étrange. Nous utilisons un Samsung 980 Pro 1 Teraoctet comme système d'exploitation principal. Nous disposons également d'une alimentation BI qui est de 1200W si vous souhaitez les consulter, les liens sont dans la description ci-dessous. Jetons un œil aux benchmarks de retouche photo. Mais avant cela, nous allons jeter un œil au très générique Geekbench 6 pour voir où se situent nos GPU. Le GPU que je teste ici et le benchmark sont une RTX 3090.
Même si vous pensez que beaucoup de gens ne migreront pas de la version 4090 vers la version 5090, certains cas d'utilisation le justifient. J'y réfléchis d'ailleurs sérieusement, je vous l'expliquerai dans un instant. Mais probablement que les personnes qui utilisent le 3090 recherchent une mise à niveau du 5090. Alors, est-ce que ça vaut le coup? La 3090 sera la référence. Pour la 3090, j'utilise une Asus TUF RTX 1390. Ensuite, il y a une RTX 4090. Et pour ça, j'utilise la Zotac ANP Extreme 4090, qui est une vraie bête de course. Mais il ne faut pas oublier AMD. Nous utilisons la 7900 XTX. Voici la version Power Galère Red Devil pour voir ce que AMD a de meilleur à offrir. Et enfin, bien sûr, la RTX 5090 Founders Edition, comme vous pouvez le voir ici. La RTX 4090 est environ 67 à 81% plus rapide sur les scores OpenSea et Vulkan que la 1390. La 7900 XTX est en réalité environ 20% plus lente sur les scores OpenSea, mais environ 50% plus rapide sur les scores Vulkan. La RTX 5090 est environ 77% plus rapide sur les scores OpenSea et plus du double de performance sur les scores Vulkan. Environ 120% plus rapide que le 1390, soit environ 5% plus rapide en OpenSea par rapport au 1490. Et environ 20% plus rapide par rapport au 1490. Soit environ 20% de plus que la génération précédente. Voyons maintenant les benchmarks de retouche photo si vous envisagez d'acquérir ce modèle. Attention, concernant la retouche photo, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir une carte graphique 5090 pour retoucher ou prendre des photos. Cependant, de plus en plus d'opérations de retouche photo peuvent être accélérées par le GPU. S'il y a des tâches d'IA, comme la génération, la détection et la réduction du bruit, le GPU peut les accélérer. Outre les tâches d'exportation comme dans Lightroom classique, les GPU peuvent également être utilisés, ce qui, nous l'espérons, sera le cas. Les scores globaux correspondent à de nombreuses tâches que ce programme peut effectuer, que ce soit Photoshop ou Lightroom classique, et le reste du système reste inchangé. Ainsi, l'évolution du GPU nous permettra d'évaluer les performances globales du programme et de déterminer si la 5090 est réellement rentable par rapport aux autres GPU. Prenons d'abord Photoshop. On constate que les cartes ne sont pas si différentes les unes des autres. La 5090 est environ 5,4% plus rapide que la 3090 dans les scores globaux. Le score du filtre est environ 10% plus rapide. Mais si vous regardez la AMD 7900 XTX, elle est plus rapide que toutes celles présentées ici. Donc, je dirais que dans Photoshop, il est très difficile de justifier la 5090, mais c'était quand même intéressant de voir si elle en vaut la peine. Passons maintenant à Lightroom classique. Vous pouvez voir ici que la 3090 est une carte fantastique. C'est d'ailleurs la carte la plus rapide que je teste pour cette application. La RTX 3090 est la plus rapide du lot. La Radeon 7900 XTX est évidemment très proche d'elle, mais les 4090 et 5090 sont plus lentes. En fait, le 5090 est environ 10% plus lent que le 3090. Je veux mentionner quelque chose ici. J'ai une version pré-publiée du pilote, mais elle ne fonctionne pas très bien avec beaucoup d'applications. De plus, beaucoup d'applications Adobe, en particulier, ne prennent pas entièrement en charge les GPU de la série 50, ce qui signifie que ce que vous voyez ici est un peu défectueux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne profiterez pas pleinement des avantages du GPU. Les capacités d'IA ne seront donc probablement pas mises en évidence lors des tests comparatifs de Lightroom classique. Donc, si vous effectuez une réduction du bruit ou une exportation de l'IA, nous devrons faire une autre vidéo à ce sujet. Mais de manière générale, il n'y a pas vraiment de différence entre les GPU. Ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser la 5090 pour la retouche photo. Mais nous n'avons pas parlé d'IA générative. Nous en parlerons plus tard. Passons maintenant au montage vidéo. Le point fort, et c'est probablement l'un des arguments les plus marquants concernant ce GPU, la RTX 5090 prend désormais en charge le décodage 422. Il ne s'agit pas uniquement du H2265 10 bits 422, dont j'ai toujours dit qu'Intel était le seul à pouvoir prendre en charge. Cette série 50 prend également en charge le H2264. Par exemple, ce Sony A7S III enregistre actuellement du H2264 10 bits 422. Et c'est un codec très exigeant pour le processeur. Cela sollicite souvent au maximum le processeur. Très difficile à modifier, mais maintenant, il est possible de l'accélérer sur la RTX 5090. J'ai testé cela et la vidéo sortira très bientôt dans DaVinci Resolve, qui offre une prise en charge complète de ce GPU. Vous pouvez voir que DaVinci Resolve exploite pleinement cette fonctionnalité.
Les moteurs multimédia fonctionnent à merveille. L'encodage et le décodage vont révolutionner le montage vidéo, notamment avec la 5090. Car c'est la 5090 qui embarque le plus de moteurs multimédias intégrés à son GPU. Il dispose de 3 encodeurs et de codeurs seconds. Si l'on descend jusqu'au 4080, on en trouve 2 sur le 4080 et le 4070 Ti. Et puis le 4070 en aura un de chaque. Si vous recherchez les meilleures performances de montage vidéo et d'exportation, le 5090 est le meilleur choix. Nous allons maintenant nous intéresser à Premiere Pro. La version 5090 que j'ai pu tester ne prend pas réellement en charge l'ensemble des moteurs multimédia et le shebang du 5090. Il l'utilise donc en quelque sorte comme une sorte de 4090 mis à niveau et ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités du 5090. Nous devrons donc faire une mise à jour à ce sujet plus tard. Je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus rapide que ce que je vois actuellement. Pour l'instant, nous voyons les choses telles qu'elles sont. Le 4090 est environ 16% plus rapide que le 3090, ce qui représente une nette amélioration. Le 7900XDX est environ 1 à 5% plus rapide que le 3090, selon l'utilisation que vous en faites. Le score GoPro est évidemment bien plus rapide. Avec la RTX 5090, notre score global est généralement 15 à 20% plus rapide que celui de la 3090. Ce qui représente à peu près le même score global étendu que celui de la 4090 et environ 3,2% de plus que celui de la 4090. Ce qui ne semble pas être un si gros problème. Comme vous pouvez le constater, la plus grande différence réside dans les effets du GPU, qui sont environ 14,3% plus rapides. Mais nous ne battons même pas le 7900XDX en termes de score GoPro. L'AMD dispose en fait de très bons moteurs multimédia ou de moteurs multimédia très rapides pour le traiter en termes de qualité. Certains affirment parfois qu'elle n'est pas aussi performante que la série 50, Nvidia ou Intel. Mais en termes de performance avec Premiere Pro, je suis un peu perplexe pour l'instant. Et nous allons devoir faire une mise à jour, car je m'attends à ce que la série 50 soit bien plus performante en GoPro et sur certains autres points. Prise en charge logicielle pour certains de ces matériels. Dans After Effects, il s'agit de l'ancien After Effects pour PG Bench. Ils en ont également développé un plus récent, mais il est encore en version bêta. Nous allons donc très bientôt devoir les réévaluer. Mais en regardant les GPU ici, la Radeon et la 4090 sont plus lentes que la 3090. Mais la RTX 5090 est environ 3,5% plus rapide dans le score global général. Et environ 11% plus rapide dans le score GPU. Environ 10% plus rapide que le 4090. Nous constatons donc qu'il y a une différence assez notable entre le 4090 et le 5090. Passons maintenant à DaVinci Resolve. Et c'est là que l'on voit la plus grande différence entre certaines de ces voitures. Mais c'est la raison pour laquelle ce gars-là n'en est encore qu'à ses tests. Apparemment, la DaVinci Resolve est sous-performante. Et en discutant avec Nvidia, je voulais juste voir si ma carte fonctionnait bien. Elle devrait même être plus rapide qu'elle ne l'est actuellement. Un petit mot du futur, les résultats sur DaVinci Resolve sont désormais corrigés. Voici donc les performances de la carte. Elle n'est pas plus lente que la 4090 ou la 3090. Et ses performances sont bonnes, notamment en termes de score d'IA. J'ai réussi à corriger le problème rencontré par cette carte lors de mes tests. Cela n'a rien à voir avec la carte. Il y avait juste quelques problèmes logiciels qui nécessitaient que je force le logiciel à identifier le moteur multimédia à utiliser. C'était un peu confus. Mais plus maintenant. Maintenant, la 5090 est intégrée à DaVinci Resolve. Et le plus excitant, c'est de pouvoir enfin faire fonctionner la carte comme prévu. Nous pouvons vraiment constater le potentiel de cette carte et ses capacités. Ainsi, en score global standard et score global étendu, nous sommes 46 à 56% plus rapides que la 3090. C'est une augmentation considérable. Surtout dans une charge de travail mixte CPU et GPU. Si vous regardez attentivement, le score GoPro, qui est le sien, en lecture 264,5 est 126% plus rapide que celui de la RTX 3090. C'est absolument ridicule. Mais puisque nous parlons de montage vidéo, je voudrais souligner certains aspects tout simplement incroyables de ce logiciel. Ces moteurs multimédia, permettez-moi de le souligner une fois de plus. Ils sont incroyables. Ils sont révolutionnaires. Ils soutiennent des choses qui n'étaient pas prises en charge auparavant. Et que vous optiez pour la plateforme AMD ou Intel, ils peuvent accélérer ces changements comme jamais. Et par pas de lendemain, je veux dire pas d'Intel QuickSync. Prend en charge plus de codecs qu'Intel QuickSync, ce qui est fantastique. J'ai hâte de voir ce qu'Intel va faire là-dedans.
Il est désormais possible de construire un PC avec une plateforme AMD, AM5 par exemple, et bénéficier d'un support de mise à niveau disponible depuis longtemps. Et j'ai une série 50 qui vous offre essentiellement Intel QuickSync. Incroyable. Les décodeurs, par contre, sont vraiment très intéressants. J'ai approfondi certains détails et, après avoir finalement posé la question à Nvidia, ils ont dû me recontacter. Les moteurs multimédia prennent en charge 9 flux de décodage 4K à 60 images par seconde. Cela signifie que les deux décodeurs peuvent lire 18 flux 4K à 60 images par seconde. Aucun problème. C'est absolument ridicule. En fait, Nvidia affirme que ces décodeurs ne sont pas limités à 60 images par seconde. Leur débit total est d'environ 8K à 75 images par seconde, ce qui équivaut à environ 4K à 300 images par seconde. Vous pouvez l'utiliser avec une seule vidéo à un nombre d'images par seconde plus élevé ou avec plusieurs vidéos. En résumé, si vous avez un clip 4K à 120 images par seconde, vous devriez pouvoir le lire très facilement dès que nous aurons le support. J'ai hâte de tester ça dans Premiere Pro. Allez, Adobe. De plus, il prend en charge un mode AV1 ultra haute qualité supplémentaire, qui est un AV1 de meilleure qualité, mais dont l'encodage est plus long. Voyons maintenant les performances 3D. Nous avons Blender, et ici, de 3090 à 4090, c'était pratiquement le double des performances. Et c'était absolument ridicule. Beaucoup de gens voulaient passer à la version 3D, notamment de la 3090 à la 4090. C'est ridicule. La 7900 XCX est assez gênante ici et ne fonctionne pas aussi bien dans Blender. Comme vous pouvez le constater, elle est environ 30% plus lente que la 3090, ce qui signifie que cette 5090 va la surpasser. Et ici, vous pouvez voir que le 5090 est plus de 2 fois et demi plus rapide que le 3090. 7311 points dans Monster Scene contre 2786 points sur 3090. Donc beaucoup plus rapide que le 3090, mais environ 15 à 23% plus rapide que le 4090. Les performances de masterisation ne sont pas beaucoup plus rapides que celles du 4090, mais vous avez plus de VRAM, ce qui place en fait cette carte dans une position très attrayante car de nombreux moteurs de rendu 3D veulent plus de VRAM. Et c'est ce que 5090 vous offre. J'aimerais aussi vous montrer Octane Bench et Redshift, mais ces programmes ne prennent pas encore en charge la série 50 au moment où j'ai réalisé cette vidéo. Nous allons donc devoir vous présenter une petite mise à jour ultérieurement. Nous avons une mise à jour pour VRAM et ici nous pouvons voir des résultats assez intéressants. De toute évidence, la carte Radeon n'est pas prise en charge et la 4090 a à peu près exactement le double des performances de la 3090. Mais le 5090 est 173% plus rapide que les scores CUDA et 170 environ sur les scores RTX, ce qui est ridicule et environ 36 à 37% plus rapide par rapport au 4090, ce qui montre qu'en gros, si tout fonctionne bien, il est 30 à 37% plus rapide dans ces voitures, ce qui signifie que si tout fonctionne bien sur la carte, les pilotes et les logiciels fonctionnent, nous pouvons nous attendre à des performances 36 à 37% plus rapides que le 4090. Nous passons maintenant aux autres parties intéressantes. Vous connaissez déjà les performances, qui, au moment où je les teste, ne sont pas encore totalement terminées. Qu'en est-il de la consommation électrique? Cette carte consomme 575 watts. Comme vous pouvez le constater avec Fermac, c'est ridicule. En revanche, lorsque vous effectuez un rendu 3D ou autre, vous ne constatez pas une consommation d'énergie aussi importante. C'est beaucoup moins, et en mesurant la consommation au repos, nous avons constaté une consommation d'environ 20 watts. La consommation au repos n'est donc pas trop élevée. J'ai eu un peu peur et je me suis demandé ce que proposait MSI Afterburner et s'il était possible d'augmenter la puissance. Et oui, cette carte peut consommer 600 watts sans problème, ce qui est la limite de ce câble d'alimentation, 600 watts. Et c'est possible même avec l'édition Founders. Peu importe ce que ces cartes AIC ou Board Partner peuvent faire. C'est absolument incroyable. J'ai hâte de voir ça. Il va falloir qu'ils calculent les 600 watts du câble. Donc théoriquement environ 675 watts, 100 watts supplémentaires. Wow. Ensuite, il y a le DLSS 4, conçu pour les joueurs afin d'offrir plus d'images et une lecture plus fluide. Mais j'attends d'autres fonctionnalités, ou plutôt un service pour les créateurs. Il existe maintenant un moteur de rendu D5, une application de rendu 3D assez célèbre. Dans la fenêtre d'affichage, le DLSS peut exploiter cette fonctionnalité et afficher plus d'images lors de la lecture de vos contenus 3D.
Je suis donc très enthousiaste à l'idée de voir cela également dans d'autres applications. Je pense d'abord à Unreal Engine, par exemple, où les gens adoreraient aussi avoir DLSS 4.0. Comme vous l'avez vu dans le titre, la 5090 est en fait une carte IA. DLSS 4.0 est une fonctionnalité IA. Mais cette carte offre aussi de nombreuses autres fonctionnalités d'IA. Et c'est sa principale caractéristique, ses capacités d'IA. Sa puissance d'IA est incroyable. Pour ceux qui savent comment ils peuvent utiliser cela pour les LLM locaux, ou s'ils veulent faire de l'IA générative, c'est mental. Laissez-moi mettre les choses en perspective. Pour cela, la 5090 peut produire plus de 3300 toupies. Donc, pour référence, la RTX 4090 coûte 1300. C'est donc plus du double de performance. Mais ajoutons d'autres éléments. J'ai un M4 Max, la puce la plus rapide qu'Apple propose actuellement. Et celui-ci offre 38 bits maximum. Le moteur neuronal, le NPU, est composé de 38 TOPS. C'est plus de 88 fois plus lent que la RTX 5090. Nous examinons d'autres cartes Intel. La carte la plus rapide actuellement disponible, l'Arc B580, affiche une vitesse maximale d'environ 288 MHz contre 3300 pour celle-ci. Arrêtons-nous un instant là-dessus. C'est tellement plus rapide, tellement meilleur que tout ce qui existe sur le marché. On comprend pourquoi certains milliardaires supplient Jensen de leur vendre des GPU pour les utiliser dans leurs entreprises. C'est en grande partie dû à la bande passante de la mémoire. Et nous avons 32 Go de GDDR7, comme nous l'avons déjà mentionné. Et la bande passante est de 1700 Go par seconde. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si l'on considère la DDR5, votre mémoire système, DDR5, et non DDR4. La DDR5 à 6400 MHz offre environ 88 Go par seconde. Elle est bien plus rapide. Utiliser cela pour la génération d'IA est formidable. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'apprendre et d'utiliser davantage de logiciels d'IA ou d'IA générative. Et plus ils vont sortir, plus cela va les soutenir. Et je suis super enthousiaste. Je pense que 2025 sera l'année de l'IA, et on verra plein d'autres choses liées à l'IA. Et si vous possédez celui-ci, il peut le prendre en charge. En tant que créateur, vous pourriez vouloir l'utiliser ou l'utiliser avec ce 5090. Et c'est là que ce 5090 brille vraiment. Il est bien plus rapide que le 4090, car ce dernier dispose de moins de VRAM et d'une VRAM plus lente. Ceci est utilisé pour l'IA. Et c'est incroyable. Et maintenant, les inconvénients. Il y a plusieurs choses. Vous pourriez ne pas être entièrement satisfait des performances, car si vous regardez le saut de 3090 à 4090, vous constaterez qu'il est bien plus important que de 4090 à 5090, à moins que vous ne fassiez de l'IA. C'est pourquoi beaucoup pourraient être mécontents, car la différence de performance n'est pas si importante. Mais j'ai effectivement trouvé la raison de cette différence. Le 3090 est basé sur un Samsung de 8 nanomètres, tandis que le 4090 est basé sur un TSMC de 4 nanomètres. En résumé, 8 et 4 nanomètres représentent une taille 2 fois plus petite. Le même boîtier permet d'intégrer bien plus de performances et de transistors. Le 5090, quant à lui, est identique au 4090. Eh bien, c'est le cas. Il utilise le même nœud de processus 4 nanomètres de TSMC, qui est le N4, je crois. C'est pourquoi les possibilités d'optimisation sont limitées. Ils ont entièrement repensé l'architecture pour l'IA et pour de nombreuses fonctionnalités de la 5090. Il est toujours impressionnant que cette carte à 2 emplacements puisse refroidir 575 watts. Mais c'est un petit inconvénient, ils ont dû agrandir la puce du GPU. On peut donc intégrer plus de transistors dans le même espace, et il a fallu augmenter la puissance. Nvidia démontre clairement que le système de refroidissement n'est pas un problème. On peut l'appeler très intelligemment dans un format compact. Ce sont là les deux inconvénients. Il y a un mais, la consommation d'énergie est une augmentation moins importante par rapport au 5090. Et puis vous vous demanderez, est-ce que ça vaut le coup de passer à la version supérieure? Si vous ne faites pas d'IA ni de montage vidéo, alors pour la 3D, le meilleur rapport qualité-prix, c'est probablement la 4090. Espérons que les prix vont baisser.
Et consultez les liens ci-dessous pour les voitures que j'utilise. Elles sont peut-être même moins chères maintenant. Mais si vous faites de l'IA, du montage vidéo ou si vous êtes intéressé par l'IA générative, alors le 5090 est dans une toute autre catégorie et est absolument fou. Parce que ce que nous faisons ici, c'est du montage vidéo, ce qui implique beaucoup de lecture de séquences et d'exportation d'effets GPU. Le 5090 a l'air très attrayant. Cela me donne envie de passer des 4090 et 4070 Ti que mes éditeurs utilisent. Beaucoup de temps et parce que c'est une entreprise, ce que nous faisons ici, de l'argent aussi. Il va donc falloir analyser quelques chiffres pour déterminer si le 5090 en vaut la peine. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez obtenir le meilleur rapport qualité-prix, créez un PC. Vous trouverez des guides de construction dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Au revoir.